Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Peut-être certains d'entre vous ont déjà le sentiment en ce début d'année d'être saturé ou que votre agenda est très rempli. C'est le thème dont on voulait un peu parler ce soir. C'est la suroccupation ou être surbooké. Certains d'entre nous sont surbookés. D'autres aimeraient l'être peut-être, puisque c'est quelque chose qui est assez valorisé socialement. Alors encore plus à Paris, hein. Il convient d'être un peu débordé. Mais ça vaut pour moi aussi. Oui. On ne se voit pas trop toujours dire j'ai pas grand-chose à faire. Est-ce que vous avez un truc? Voilà. Je dis ça pour dire parmi nous, vous voyez, on peut avoir déjà ça, ou bien se dire ah maintenant moi justement j'ai pas trop, et le prendre presque comme quelque chose d'un peu négatif. Un petit préalable. Être surbooké, qu'est-ce que ça signifie exactement? Il y a un aspect objectif, c'est que j'ai sans arrêt des choses à faire, c'est-à-dire mon agenda est plein, je suis pris tous les soirs, je n'arrête pas. Voilà, ça c'est l'aspect plus objectif. Et puis un aspect un peu plus subjectif qui est que j'ai un peu le sentiment d'être sous pression. Vous voyez, j'ai toujours quelque chose dans la tête. Même quand je suis en train de marcher pour aller quelque part, je suis, vous voyez, j'ai le moteur qui tourne à 4-5 000 tours. Et ça, c'est un aspect un peu plus subjectif qui fait que, vous voyez, dans le surbooké, il y a un aspect de ma journée remplie et puis il y a un aspect de je suis un peu sous pression. C'est deux choses un peu différentes et on peut travailler un peu sur les deux pour essayer de retrouver un peu d'air dans notre agenda, nos semaines, nos journées. Je vais vous proposer 3 clés pour essayer de débloquer un peu cette situation, si vous y êtes confronté. Un premier diagnostic par rapport à cet état dans nos vies, c'est que parfois je n'ai pas suffisamment défini mes priorités. Je ne sais pas exactement ce qui est le plus important pour moi, et ça va être la première étape, donc la première clé, c'est de se dire il faut que je définisse ce qui est vraiment important pour moi. Voilà. Alors peut-être, il y en a parmi vous qui connaissent ça par cœur. Parfois, on parle de petites méthodes avec 2 mots, urgent et important. Et puis, on fait une liste des choses qui sont urgentes et importantes, des choses qui sont importantes mais pas urgentes, des choses qui sont, je regarde parce que je suis capable de me planter, urgentes mais pas importantes, et puis des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Et vous voyez, là, le point juste, ça va être de privilégier entre du urgent et important et du urgent mais pas important, de privilégier le premier, qui va être urgent et important, un travail que je dois préparer, versus des mails qui sont moins importants. Il faut que j'écluse ma boîte mail, mais c'est urgent, mais c'est moins important. Dans ce cas, je vais privilégier la première chose. Voilà. Comment faire concrètement pour mettre en œuvre cette première clé, de définir ce qui est important? Et ça va juste faut faire un truc en plus, c'est qu'il faut s'arrêter et prendre le temps de lister en fait les choses qu'on a à faire et ensuite de les ordonner, de les mettre dans un certain ordre. J'ai fait ça cette semaine avec mon équipe. On a regardé sur les 6 prochains mois, on a sorti des lignes. Et je voyais l'équipe qui, au fur et à mesure, commençait à dire tout ça, là, il y en a encore beaucoup. Et après, on a dit, c'est quoi les priorités 1 qu'on veut faire absolument? C'est quoi les priorités 2? C'est-à-dire qu'on dit, si on est un peu sous pression, on peut un peu décaler. Et puis 3, c'est, on sait que potentiellement, on ne va même pas démarrer le projet. Voilà. Et déjà, ça refait baisser la tension. Et c'est-à-dire qu'on se prépare à pouvoir peut-être s'organiser. Une deuxième clé, c'est après, je n'ai pas suffisamment défini mes priorités, c'est je n'arrive pas à dire non. Voilà. Et donc la clé, c'est simple, c'est apprendre à dire non. Voilà, on est tous confrontés à ça dans certains domaines de nos vies. Vous voyez, apprendre à dire non. Vous voyez, je suis déjà engagé dans un projet et puis j'ai un ami qui me parle d'un super truc et je lui dis ah mais en fait je veux y aller. Il faut absolument que je sois aussi dans ce truc-là. Sauf que ça risque de fragiliser ce sur quoi j'étais déjà concentré ou peut-être j'étais à la limite. Voilà. Donc
le préalable, me semble-t-il, pour apprendre à dire non et pour pouvoir à un moment dire non de manière, aller dans cette direction, c'est de discerner le moteur qui fait que je n'arrive pas à dire non. Il peut y avoir une première chose, c'est la crainte de décevoir les gens. C'est-à-dire que mon ami vient me chercher, me mobilise et je dis non. Et alors que je sens qu'il m'attendait là-dessus. Alors ça peut se passer au boulot aussi, ça peut se passer dans plein d'endroits. Vous voyez, je veux dire, je vais pas oser dire non en fait à la personne parce qu'il y a une attente, peur de décevoir. Et puis l'autre qui a donné une expression en anglais, FOMO, Fear of Missing Out, ça veut dire j'ai peur de louper un truc. Il faut y être dans ce truc-là. Et donc on me dit, t'as vu, t'es au courant qu'il y a ça? Il faut que j'y sois aussi. Voilà. Et donc je vais commencer la soirée quelque part et je la finis ailleurs, ou bien je rajoute ça dans mon week-end. Peut-être certains sont ici ce soir à cause de ce moteur, qu'il fallait absolument être à la reprise de l'escale cet après-midi. Je ne vous demande pas de lever la main. Comment faire concrètement vous voyez, prendre le temps aussi d'évaluer déjà le niveau d'engagement, peut-être le pourcentage qui a été évoqué tout à l'heure. Si je suis à 80, si je sais que je suis à 100, que ce soit clair dans ma tête que je ne passerai pas à 120 ni à 130. Voilà. Et ce qui peut aussi aider par rapport à la question de la peur de décevoir les personnes, c'est aussi d'apprendre à formuler un non. C'est pas non comme ça. Ça peut être aussi, je peux pas m'engager actuellement, mais peut-être que dans 6 mois, je serai mobilisable là-dessus ou j'aurai de l'espace là-dessus. Ou bien, moi, je peux pas, mais je pense à quelqu'un que peut-être ça pourrait intéresser. Vous voyez, il y a aussi des manières de ne pas être dans quelque chose de brut, mais aussi de soi-même de céder à dire c'est pas une espèce de non point barre. Puis un troisième point qui est un peu évident, c'est le troisième élément de diagnostic, c'est après je n'arrive pas à dire non et je n'ai pas suffisamment défini mes priorités, c'est je n'ai pas une minute pour moi. Souvent, vous voyez, le fait d'être suroccupé, surbooké, à la fois l'aspect objectif et aussi subjectif, vient du fait que j'ai pas, dans mes journées, dans mes semaines, je n'ai pas de temps pour moi, pour me ressourcer. Et donc, je suis dans une forme d'activisme. Moi, c'est un point personnellement que j'ai eu à travailler l'année dernière à l'échelle de la journée où je faisais toute la journée non-stop. Et j'ai vraiment plusieurs personnes qui m'ont dit ce n'est pas possible, ça, en fait. Donc, il y a un moment où il faut mettre après le démarrage, à un moment dans la journée, il faut qu'il y ait un break où on redescend. Et donc, c'est pour soi. Donc, c'est pas je suis au calme et je traite des mails. C'est pour soi, quoi. Ouais, donc la troisième clé, ça serait planifier, vous voyez, du temps de ressourcement personnel. Alors, on est tous différents. Pour chacun de nous, c'est des choses, ça peut être juste une pause, ça peut être un moment de relaxation, ça peut être du sport, que sais-je. Et l'effet direct que ça va avoir, c'est que souvent, ça va aider à clarifier les idées. J'ai un ami comme ça, prêtre, il me dit, moi, je marche 45 minutes après le déjeuner. Et il dit, en fait, ça me remet les idées en ordre. Donc, la fin de la journée, il me dit, je gagne du temps, je suis beaucoup plus efficace. Et le côté, je remets les choses dans l'ordre est facilité par ce moment-là. Non pas qu'il y pense pendant ce temps-là de manière active, parce que sinon, ce serait encore Mais le fait de libérer du temps, d'avoir un peu un espace, les choses se remettent en place assez naturellement. Voilà. Et puis souvent, je pense qu'on est nombreux à avoir cette expérience-là, c'est que si je me suis ressourcé, j'ai une capacité de concentration et d'efficacité qui est au-dessus. Donc ça va, au lieu de passer 3 heures à faire un truc parce que je patine, en fait, je vais le faire en 2 heures. Donc en fait, je gagne 1 heure. Et donc ça, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'un cercle vertueux. Voilà, comment faire très concrètement? Ça veut dire que dans votre calendrier, moi j'essaye de m'astreindre à ça, donc je viens de le faire tout à l'heure, j'ai remis pour la semaine prochaine à 18h mon petit bloc. Après, le défi, c'est qu'il commence pas par glisser et qu'à un moment je le fasse sauter dans la journée et d'essayer de garder mon bloc, ma demi-heure à 18h. Donc vous voyez, mettez des créneaux. Mettez des créneaux dans votre agenda, si vous avez un agenda. Et puis après, voyez la pratique qui vous aide. Est-ce que c'est d'aller marcher, je viens de l'évoquer. Est-ce que c'est de pratiquer petits exercices de cohérence cardiaque? Ce sont des choses qui marchent assez bien. J'avais une amie, elle m'avait dit, moi j'étais dans une boîte avant, en pression énorme, elle me dit, je partais aux toilettes, je sortais mon appli
de cohérence cardiaque et je restais un quart d'heure. Les gens se demandaient peut-être s'il y avait des problèmes de digestion, mais elle restait un quart d'heure à faire de la cohérence cardiaque aux toilettes. Elle me dit quand je ressortais, j'étais bien. J'avais évacué quand même toute une... Ça peut être des petits exercices de méditation, de pleine conscience, de prière, bien sûr. Pour terminer, je voudrais redescendre à un niveau plus profond. Là, j'ai évoqué des choses, je dirais, qu'on peut quasiment entendre un petit peu en coaching personnel, quoi. Ce qui m'intéresse, là, c'est d'aller voir, parfois, il y a des leviers spirituels derrière le premier niveau dont je viens de parler. Donc, vous voyez, derrière le manque de priorité, j'arrive pas à voir ce qui est important, je ne sais pas exactement définir mes priorités. Il peut y avoir un niveau plus spirituel, ce qu'on pourrait appeler un déficit de sens. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé dans ma vie ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est une chose d'arbitrer à partir de ce qui est important, mais en fait, parfois, ce qui manque, c'est qu'en fait, je ne sais pas vraiment ce qui est important pour moi. Mon cœur n'a pas encore trouvé. Voilà. Il y a une très belle phrase, donc mon cœur, vous voyez, il cherche encore dans pas mal de directions, et du coup, j'ai du mal à mettre un ordre, finalement. Il y a une belle phrase dans un des livres de la Bible, qui est le Cantique des Cantiques, qui commence avec la bien-aimée, qui parle et qui chante, et qui dit « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime, celui que mon cœur cherche. » On pourrait dire celui que mon cœur cherchait. Et donc, c'est un chant amoureux. C'est un petit livre de 8 chapitres. C'est un chant amoureux entre une bien-aimée et le bien-aimé. Elle dit, ça y est, je l'ai enfin trouvé, celui que mon cœur cherchait. Alors, la première interprétation, c'est que ça parle d'une réalité humaine, c'est que nos cœurs aspirent à trouver l'âme sœur. Et c'est vrai que parfois, dans une vie humaine, le jour où on a trouvé la personne, y a des choses qui se mettent en place, quoi, au point de vue des priorités dans la vie. Je pense que certains parmi nous en ont déjà l'expérience de ça. Et puis d'autres, on sent encore qu'on cherche ça. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'assez objectif, c'est que... Voilà. Parfois aussi, ça peut être du côté d'une cause, vous voyez, de quelque chose qu'on cherche profondément, qu'on n'a pas vraiment encore trouvé. Vous voyez, ce pourquoi, au service de quoi je mets ma vie. Mais dans la Bible, s'il y a ce passage-là, ça évoque aussi, dans toute la tradition biblique, on dit que on peut aussi l'appliquer à la relation entre le croyant ou l'âme croyante et Dieu. Et c'est l'âme, vous voyez, c'est chacun de nous qui, à un moment, peut dire dans sa vie peut-être « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur cherche, c'est Dieu. » Voilà. Et l'expérience spirituelle, dans la Bible, elle se présente assez profondément comme une expérience qui va venir combler le cœur. C'est-à-dire il y a une quête, et à un moment, il y a cette rencontre. Donc c'est une piste que je lance, vous voyez, c'est que peut-être que derrière des problématiques de surbooking et de priorité, il y a cette recherche qui n'a pas encore atteint son objet, ou le cœur qui n'a peut-être pas encore rencontré celui avec un petit c ou avec un C majuscule qu'elle cherche. Voilà. Est-ce que ça vous parle ? Vous voyez, chacun de nous peut peut-être laisser tourner un peu ça cette semaine. Est-ce que j'ai le sentiment, vous voyez, d'avoir trouvé celui que mon cœur aime ? Mais il n'y a pas de problème à dire non. Ou bien je me dis, je dirais plutôt non. Ça, c'était derrière le manque de priorité. Derrière la difficulté à dire non, il y a parfois le refus, ou souvent le refus de mes limites. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis que je veux tout faire et que je peux tout faire. Or, vraiment, au cœur de l'expérience humaine, il y a la confrontation à ce qu'on peut appeler, avec un mot philosophique, ma finitude. Je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas l'homme ou la femme universelle. Et ça, c'est vraiment un travail de fond dans une vie humaine. Dans les traditions philosophiques, parfois on appelle ça envisager la mort, c'est-à-dire se préparer à mourir, c'est-à-dire accepter qu'à un moment, je vais être confronté à une finitude radicale, mais que c'est quelque chose qui est présent dans la vie humaine et que je peux éviter, quoi, que je peux ne pas regarder en face. Voilà. Et je ne pourrais pas tout faire dans ma vie. Je ne pourrais pas tout faire. Donc le surbooking peut être un symptôme de j'ai du mal à accepter ça. Je ne pourrais pas tout faire. Il y aura des choix qui seront des choix un peu définitifs. Et quand on
commence à entrer dans le consentement à ça, on commence à se dire, ouais, je veux dire non à des choses. Ça peut s'articuler à une tentation un peu d'orgueil de « je suis indispensable ». Vous voyez, non, il faut que je sois là dans ce projet parce que si je ne suis pas là, ils ne vont pas y arriver, quoi. Il faut que je sois là. Donc l'antidote pour la question de la confrontation à la finitude et à « je suis indispensable », c'est ce qu'on pourrait appeler la déprise, le dessaisissement. Il y a un niveau relationnel, c'est à moi tout seul, je ne peux pas tout faire, donc j'ai besoin des autres. Vous voyez, je ne totalise pas toutes les qualités, je ne totalise pas le collectif. Je n'ai pas toutes les qualités, j'ai besoin des autres. Voilà, ça c'est le premier antidote, je me déprends en reconnaissant que j'ai besoin des autres, d'autres vont faire certaines choses mieux que moi, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que je laisse de la place même. Et puis un niveau spirituel, là encore, c'est que dans la vie spirituelle, l'ouverture à la transcendance, l'ouverture à Dieu, m'ouvre au fait qu'il y a quelqu'un qui me précède et il y a quelqu'un qui m'attend ou il y a quelqu'un qui initie. Dieu initie les choses, il est créateur et Dieu va parachever les choses. C'est pas moi qui ai la main sur tout. C'est pas moi qui ai la main sur tout. Et donc, au cœur d'une vie humaine et dans sa dimension spirituelle, il y a cette ouverture à l'action de Dieu qui transcende. Et vous voyez, accepter ma limite, c'est aussi m'ouvrir positivement au fait que c'est Dieu qui va achever. C'est Dieu qui va achever. Moi, je collabore, mais c'est Dieu qui va achever. Voilà, est-ce que je discerne en moi ? Chacun de nous peut aussi cette semaine se poser cette question. Est-ce qu'il y a en moi ça qui travaille quelque chose de l'ordre de la non-acceptation de ma finitude? Voilà, une troisième piste d'approfondissement, des soubassements, on pourrait dire, un peu spirituels, derrière le surbooking, qui est un épiphénomène. Derrière la saturation de l'agenda, il y a possiblement, fréquemment, une fuite du vide, en fait. Une fuite du silence. Une fuite de la solitude. Et donc, le diagnostic un peu profond, c'est que j'ai le sentiment d'être débordé, vous voyez, comme un truc que je subis. C'est-à-dire, j'ai trop de trucs, on m'en demande trop, etc. Mais en fait, c'est quelque chose que, plus ou moins consciemment, j'organise moi-même. C'est-à-dire, j'organise mon surbooking pour ne pas me retrouver tout seul. Pour ne pas me retrouver face à moi-même, pour ne pas éprouver un peu ce vertige, peut-être, du vide, de la solitude. Voilà, donc il y a un objectif caché, parfois dans notre vie. Derrière cette stratégie secrète de surbooking, c'est d'éviter le silence, quoi. D'éviter la solitude. Donc, est-ce que je discerne dans ma vie une tentation de fuite de la solitude ? Et je termine avec une ouverture, je dirais, plus strictement positive. C'est l'enjeu de la nouveauté. Mais pour moi, le problème majeur, on pourrait dire, du surbooking, c'est qu'il étouffe l'émergence de la nouveauté dans nos vies. Je m'explique. Vous voyez, ma vie aujourd'hui, à chacun de nous, je l'organise à partir de ce que je connais du réel des autres, de moi-même. Mais si je sature mon temps à partir des expériences connues, vous voyez, sur cette base de ce que je connais déjà, si je sature mon temps avec ça, c'est très compliqué pour que de l'inconnu émerge. Pour que des choses que je n'imagine pas comme possibilité de vie émergent. Or, c'est un slogan que j'ai dans l'oreille en anglais, c'est « il y a plus »,« there is more ». Il y a plus que ce que je connais dans ma vie. Vous voyez, ce slogan-là, je trouve qu'il est vrai pour chacun de nous, c'est quelque chose de très puissant. Il y a plus. Mais pour découvrir ce plus, il ne faut pas que je sois à saturation. Voilà, il y a plus que ce que je connais aujourd'hui du monde. Il y a plus que ce que je connais aujourd'hui des autres. Il y a plus que ce que je connais aujourd'hui de moi-même. Il y a plus que ce que je connais aujourd'hui de Dieu, que peut-être je n'ai même pas identifié la présence, en fait. Et par définition, vous voyez, ce plus-là, je n'ai pas la main dessus.
Donc je peux pas organiser sa manifestation, je le connais pas, ce plus. Et donc une grande question, c'est comment dans ma vie je permets à ce plus, cet inconnu, d'arriver, d'advenir. Une image, vous voyez, c'est que dans un jardin, vous voyez, on cultive toute une partie, et il est toujours bon de laisser une petite parcelle en friche. Où là, tout à coup, il va y avoir une plante que je ne connaissais pas qui va peut-être apparaître. Peut-être il va se passer quelque chose dans la zone en friche. L'enjeu, vous voyez, de sortir du surbooking, c'est d'ouvrir une zone de friche dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année. Du non maîtrisé, quelque chose qui est ouvert. C'est inconfortable, mais il faut qu'il y ait du temps libre. C'est bon qu'il y ait du temps mort. C'est bon qu'il y ait de la solitude. C'est bon qu'il y ait du silence. Parce que c'est dans ces espèces d'interstices où rien n'est prévu qu'il y a de la nouveauté qui peut surgir. Ce dernier point-là, c'est à la fois exigeant, parce que vous voyez, c'est une espèce de promesse à l'aveugle, puisque ça porte précisément sur quelque chose que je ne peux pas envisager. Tout le reste, avant, on comprend à peu près les enjeux. Mais là, il y a une espèce de point aveugle, donc c'est plus difficile, c'est plus exigeant de consentir à ça. Mais en même temps, je pense que c'est le levier le plus puissant au niveau de la motivation, de se dire que, enfin, en tout cas pour moi, vous voyez, de se dire, je sors de la saturation d'agenda et de mental, parce que ça va permettre des ouvertures vers de la nouveauté. On peut terminer quelques instants en entrant chacun en nous-mêmes. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Sentez-vous libre. Ouais, peut-être je vous invite à vous centrer simplement sur ce dernier point, qu'il y a plus. Il y a des surprises pour nous cette année, dans les semaines qui viennent. Il y a de l'inconnu à venir dans ma vie. Des choses que je ne connais pas encore et qui vont apparaître, se révéler. Et voilà, dans la minute là, qui suit, on peut vraiment chercher à sentir le désir que nous avons en fait de cette nouveauté. Au fond de nous, il y a cette attente de plus. Voilà, je vous invite chacun peut-être à dire je suis motivé par ce plus, et donc en m'appuyant sur cette motivation-là, ce désir que j'ai, je décide de travailler peut-être cette semaine un des 3 points, une des 3 clés pour débloquer la situation de suroccupation dans laquelle je suis, si c'est le cas. On ne peut pas tout faire à la fois, mais peut-être demandez-vous, puis décidez quelque chose de qu'est-ce qui est prioritaire, ça va être quoi la première chose à faire. Définir mes priorités. Dire non. Et pour terminer, chacun de nous peut chercher à
avoir une plus grande lucidité sur les ressorts spirituels, les ressorts un peu profonds, qui fait que nous pouvons être comme aspirés ou poussés à des vies un peu saturées. Et ceux à qui ça parle, vous pouvez invoquer l'aide de Dieu, la lumière de son Esprit Saint, pour mieux vous connaître vous-même. Viens, Esprit Saint. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.